Bienvenue donc à notre émission. Voilà, chaque projet qui démarre encore une fois. Nous profitons pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Et je pense que nous avons une émission assez intéressante de tout à l'heure. Alors, je dirais donc bienvenue à tous les auditeurs d'Afrique 2050 et qui sont dans les quatre coins du monde et surtout les auditeurs de Newscoop qui nous suivent particulièrement à mon ami qui est assez critique, Monsieur Ouattara, je crois que c'est ça, Bézarna. Je préfère pour vous dire bonsoir ou bien bonjour où vous êtes. Pour cette émission spéciale, nous aborderons donc des sujets brûlants qui touchent l'actualité de la Côte d'Ivoire, l'Afrique et, disons, le monde. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur, comme je le disais tout à l'heure, de recevoir le journaliste très connu au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Il est écrivain aussi, il est directeur de l'intelligence d'Abidjan et il a auteur donc du livre, je crois, Can Putsch Foot, je pense très bien, voilà. Un titre réellement atypique. Tout à l'heure, il va nous expliquer le pourquoi. Monsieur l'a fait assez récemment, fait remarquer donc par ses prises donc de position fortes, j'allais dire notamment à travers une vidéo virale dans laquelle il affirme que nous sommes tous alassanistes. Être alassaniste est une très bonne chose, mais que cela vienne d'un journaliste, j'allais dire émérite comme lui, c'est ce qui pose un problème. Et puisqu'il n'y a pas eu donc de disclosure, il n'a pas expliqué aux Ivoiriens qu'il est alassaniste, vous voyez que pratiquement les émissions qu'il a animées sur toutes les chaînes, cela nous amène à nous poser quelques questions. Est-il fair? Je dirais que cette déclaration a suscité donc de vives réactions sur les réseaux sociaux et nous avons choisi donc de mettre au cœur de notre débat. Lors de cette émission, chers amis, nous discuterons non seulement de l'alassanisme, mais aussi de d'autres thématiques importantes telles que les coups d'État en Afrique, le rôle du franc CFA, l'africanisme, la démocratie sur notre continent et l'avenir des figures politiques telles que Alassane Ouattara et M. Tidiane Thiam et bien d'autres. Tout le monde sait que je suis un alassaniste. Je supporte... monsieur tout à l'heure, monsieur Alafé va me coincer. Je suis Tidiane Thiam, je supporte Tidiane Thiam, j'apporte mon soutien 400% à Tidiane Thiam. Je l'ai déjà expliqué le pourquoi. Et une autre fois, je reviendrai donc pour encore réexpliquer donc le pourquoi. Je suis Jacques Roger, votre hôte, et je m'engage à mener donc un débat, comme j'ai l'habitude de le faire, avec impartialité et rigueur, tout en donnant donc à mon invité, cher ami, l'opportunité de défendre ses idées et sa position. Ensemble, je dirais, cher ami, nous tenterons donc de comprendre les enjeux qui sous-entendent ces médias et leur impact sur l'avenir de notre continent. Nous aborderons également donc la question de la compétence, si vous voulez, donc des journalistes ivoiriens dans un contexte souvent marqué par donc des tensions politiques. Restez donc à l'écoute de notre discussion qui s'annonce passionnée, éclatante. Ici sur Afrique 2050 Radio, ce soir, nous parlerons donc Urbi et Orbi de la Côte d'Ivoire et du reste du monde. Avant donc de commencer, nous allons donc rapidement nous tourner un peu vers notre invité, Monsieur Alafé, qui est déjà en ligne, qui nous écoute. Monsieur Wakili, bonjour ou bien bonsoir, vous vous trouvez, comment allez-vous? Oui, bonsoir, ça va. Voilà. Je démarre en vidéo. Je m'excuse déjà pendant le débat de faire disparaître la vidéo pour rendre plus fluide les échanges. Voilà, nous sommes parfaitement d'accord avec vous et nous comprenons, cher ami. L'essentiel, c'est de vous avoir et je crois que c'est ce qui est beaucoup plus important. Allez, monsieur Alafé, vous avez suivi un peu notre présentation avant le début de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien de façon générale, de façon ramassée, vous vous présenter encore, ou bien représenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, je pense qu'ils sont très peu d'ailleurs.
Donc, suite à votre introduction, je pense que tout à l'heure, j'aurai l'occasion de faire des précisions. Donc, je n'ai pas de point particulier à relever. J'attends des questions, j'attends de pouvoir échanger et voilà. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Alafé. Avant donc de commencer, je le disais tout à l'heure, vous êtes donc l'auteur vous êtes maintenant, on peut dire que vous êtes écrivain, n'est-ce pas? On peut le dire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, avec 4 ouvrages, on peut dire que oui, j'écrivais. Même déjà avec le premier, on pouvait déjà le dire, mais j'en ai 4. 4, ah ok, d'accord, autant pour moi d'ailleurs. Alors, vous avez écrit le dernier, c'est donc Can Push Foot, hein, cher ami. Comment, j'allais dire, avez-vous donc imaginé, si vous voulez, donc l'interaction entre le football, la CAN et le coup d'État dans votre livre? Et en quoi, si vous voulez, cette dynamique reflète-t-elle, M. Alassane, M. Wakili, les réalités politiques actuelles en Afrique de l'Ouest? Voilà, je n'aime pas dire c'est le dernier parce que j'espère que c'est pas le dernier. J'aime dire le plus récent et le nouveau, qui, je l'espère, ne sera pas le dernier. Le roman est au livre. Oui, Can Foot Putsch. Can, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Putsch, c'est coup d'État. Foot, c'est le football. Je fais un lien parce que je parle d'un pays qui s'appelle la Miroirie, qui est situé en Afrique, quelque part en Afrique, un pays imaginaire. Les réalités aussi africaines, sous-régionales, c'est les coups d'État autour de nous, dans le continent, et le football est une réalité pour tout le monde, avec beaucoup de passionnés. Et on a vu comment la CAN mobilise les populations, les nations et les amoureux du football. Donc, c'est tous ces éléments que j'ai mis ensemble pour faire un ingrédient et profiter pour faire parler des acteurs, des personnages qui donnent leur impression dans un scénario où un coup d'État intervient pendant une Coupe d'Afrique des Nations. Assurément, je ne pouvais pas le faire avant la CAN de Côte d'Ivoire. C'est comme si, voilà, et je pense que le Maroc est un pays à l'abri de coups d'État. Donc, ça m'a donné libre cours. C'est un roman que j'ai commencé à écrire en novembre-décembre. Je l'ai terminé après la CAN. Dans mon roman, le pays organisateur n'a pas gagné la CAN. Il a été éliminé en demi-finale. En Côte d'Ivoire, nous avons gagné la compétition. Donc, ce n'est pas le même pays. Et il est question des coups d'État. Il est question, par exemple, lorsque dans un pays, pendant la CAN, il y a un coup d'État, on fait quoi? On continue la compétition comme si de rien n'était. On arrête la compétition, on la délocalise. Voilà le débat qui s'est passé dans le livre. C'est arrivé dans ce pays. C'est imaginaire, mais bien sûr, ça peut arriver quelque part aussi un jour, puisque les coups d'État arrivent à tout moment. Ça ne prévient pas. Et des gens peuvent choisir de faire un coup d'État pendant la CAN. Ça peut arriver. Donc, d'ailleurs, les dispositions avaient été prises. Autant les gens font des attentats pendant une Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, Paris a pris toutes les dispositions. Autant des gens, effectivement, peuvent tenter un coup d'État pendant une CAN. D'ailleurs, les pays prennent des dispositions et la Côte d'Ivoire a pris de très grandes dispositions. Ça veut dire que, au-delà de l'imaginaire, c'est possible. Et il faut et d'ailleurs, les pays prennent de très grandes dispositions pour en être à l'abri. Et moi, j'imagine que ça a eu lieu et ça réussit dans un pays. Donc, ça fait partie de notre actualité et nous devons réfléchir, anticiper et puis voir qu'est-ce qu'il faut faire au cas où ça arrive. D'accord, ok. Alors, votre roman, si vous voulez, invite donc à une réflexion sur le rôle donc, du football donc, dans la promotion donc, de la bonne gouvernance aussi. Pensez-vous, cher ami, que donc, les valeurs du sport peuvent réellement influencer la stabilité politique? Si oui, comment? Oui, bien sûr. Les valeurs du sport, du football, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est la transparence. Mais ce sont des valeurs, c'est la bonne gouvernance. Le football, c'est aussi la lutte contre le racisme, contre la violence et la paix. Voici les valeurs que le football et le sport veulent promouvoir. Mais c'est les mêmes valeurs qu'on doit avoir dans la politique, dans la gouvernance politique. Donc il y a un lien évident, on ne peut pas dissocier pour dire non, faites la politique tuer, nous on fait le sport et le football, on s'en fout. Non,
on ne peut pas déconnecter tout le temps le sport et la politique. Parce que le football et le sport, c'est l'intégrité, la loyauté, la fraternité, la lutte contre la violence, la bonne gouvernance, la transparence, la bonne gestion. Mais ce sont les mêmes valeurs qu'on devrait retrouver dans la gestion de nos sociétés. On ne peut pas d'un côté dire qu'on le fait en football et puis on ferme les yeux s'agissant de la politique. Voilà l'enjeu et c'est à cette réflexion que j'interpelle pour faire ressortir les liens entre les valeurs du football et les valeurs de la vie en société liées à l'organisation de nos sociétés par la politique. Voilà, merci beaucoup à M. Wakili. Alors, nous allons nous plonger certainement de plein pied donc, dans notre sujet, dans notre débat d'aujourd'hui, pour ne pas dire des sujets qui attirent la majeure partie donc, des Ivoiriens et des auditeurs. Vous avez affirmé donc, dans une vidéo virale que nous sommes, nous sommes tous à la SANIS. Pouvez-vous, cher ami, clarifier clarifier ce que vous entendez par là? Et pensez-vous que cette réflexion, ou bien cela reflète, la réalité de la société ivoirienne actuelle? Oui, bien sûr, il s'agit d'une réalité constitutionnelle. J'ai bien expliqué. J'ai constaté que cette vidéo publiée par mes soins sur la page TikTok de l'Intelligent TV a eu peut-être jusqu'à 20 000 vues. Mais quand on regarde les statistiques des vues, on se rend compte que cette vidéo de 5 minutes, il y a peut-être 90 personnes qui ont cliqué et qui ne sont pas allées au-delà d'une minute, qui n'ont même pas écouté. 90%. 90% des vues, c'est des gens qui n'ont pas écouté au-delà de 60 secondes sur les 5 minutes la vidéo. Il y a un problème. Et à partir de petits bouts d'extrait, les premiers commentaires ont dit les masques tombent, d'une part. Et d'autre part, il y a des amis, comme je l'ai dit quelque part, qui m'ont appelé pour me féliciter d'avoir créé un nouveau mouvement, d'avoir créé un parti politique et qui ont voulu y adhérer parce que eux, ils adorent Alassane Ouattara. Ils sont à la SANIS de la tête aux pieds, comme on dirait. Donc, ils étaient contents, ils m'appellent, j'ai créé un nouveau mouvement, ils veulent adhérer. Moi-même, j'étais dépassé. Et à côté d'eux, il y a peut-être des gens comme vous qui étiez inquiets, oui, qui étaient désarçonnés parce que je n'ai jamais en tant que tel revendiqué d'alassanisme et qui étaient étonnés. Mais c'est simple. Mon explication est simple et je la reprends. Est-ce qu'on est d'accord que le président de la République est le père de la nation? Le père de la nation comme le père de tout homme. Votre nation, Jacques Roger, c'est la Côte d'Ivoire. Le père de votre nation, c'est Alassane Ouattara. La nation, c'est comme peut-être le vrai père. Vous êtes Ivoirien, le père de votre nation, c'est Alassane Ouattara. Hier, c'était Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. Donc, je dis, même si on est opposé à son père, on est mécontent de son père, le père reste le père. C'est-à-dire un enfant X qui est fâché avec son père, son papa est toujours son papa. De ce point de vue, je considère que les opposants qui sont fâchés avec le père de la nation Alassane Ouattara restent quand même des alassanistes parce que Alassane Ouattara est le père de la nation. Il est le père de leur nation. Ils sont contents ou pas, il est le président de la République et le père de la nation. Et j'ai poursuivi, sachant que cela pouvait déplaire, que si demain, vous, M. Thiam, devient président de la République, il sera le père de la nation et tous les Ivoiriens deviendront de ce fait thiamistes. Je suis même allé loin. Je dis Macron, qu'on le veuille ou pas, même LFI qui veut le destituer, qu'il soit d'accord ou pas, ils sont macronistes. Ça, c'est du point de vue constitutionnel, tout simplement, un raisonnement basique. Cela dit, l'alassanisme n'est pas lié, ou l'oufouettisme, ou le bédiéisme ou le gbagboïsme, ce n'est pas seulement une réalité constitutionnelle. Je le reconnais comme je le dis. C'est une manière de penser, une manière de gouverner. Moi, je ne m'inscris pas dans ça. Lorsque j'ai dit qu'on est tous alassanistes, je conviens bien que vous, dans votre thiamisme, dans votre opposition à Alassane Ouattara,
vous ne pouvez pas admettre qu'on dise vous êtes alassaniste. Mais si vous considérez que Alassane Ouattara est le père de la nation, ça devrait être normal de l'admettre. Mais cela demande de voir les différents paliers de l'alassanisme et d'expliquer. Étant entendu que l'alassanisme, comme adhésion à une vision politique, comme adhésion à une pratique politique, tout comme le thiamisme, tout comme le gbagboisme ou comme adhésion au loufouettisme, ça peut être quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai dit. C'est l'occasion pour moi d'interpeller sur la nécessité, pour moi qui suis issu de la presse écrite, mais ça existe aussi sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on appelle les titrologues. Le débat que nous avons, on peut faire un débat sur le fond pour dire oui, on peut préciser la forme de l'alassanisme. Mais c'est l'occasion pour moi d'interpeller sur la titrologie. Les gens regardent les unes, les gens regardent les titres, les gens se regardent les couvertures et ne vont pas dans le fond des choses. Et sur la base des choses superficielles, des réactions superficielles, collent des étiquettes, font des procès et dénigrent ça et là. J'estime que ce n'est pas serein pour le débat public et le débat démocratique. Il faut que les gens qui veulent faire les débats publics et les débats démocratiques soient rigoureux et se prennent la peine de mieux connaître les choses avant d'émettre des avis. Parce que cette situation, c'est la leçon que j'en tire, aussi bien pour mes amis, mes proches, mes partenaires qui me félicitent et qui veulent adhérer à l'alassanisme, alors qu'il n'en est rien, que pour les adversaires qui ont eu l'impression que j'aurais jeté le masque. Voilà ce que je tiens à dire. Mais monsieur Ouakili, hein, c'est une évidence. Monsieur Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, donc le président de tous les Ivoiriens. Mais le fait d'avoir ajouté le isme, quand vous ajoutez le isme, cela nous ramène certainement à une doctrine, à des mouvements, à des idéologies. Oui, vous l'avez expliqué, j'ai compris un peu cela. J'ai expliqué. Oui, ouais, j'ai expliqué. Quand on a écouté mon explication, je pense que on devrait éviter la polémique. J'ai dit, il peut avoir un isme qui peut signifier autre chose. Cette chose-là, je ne m'inscris pas là-dedans. Et j'ai clairement expliqué, moi, mon alassanisme n'est pas un engagement, une adhésion à une vision en tant que telle. Ce n'est pas en tout cas ce que j'ai déclaré. Voilà. Donc, je souhaite que ce soit ainsi perçu et qu'il ne me soit pas attribué d'autres choses que je n'ai pas indiquées. Et que pour pouvoir faire ce débat-là avec moi, je connais les concepts. Je fais la philosophie, je suis écrivain, j'ai 4 livres, je suis journaliste, j'écris tous les jours, je connais la théorie. Personne ne va m'expliquer les doctrines. Je connais et je sais de quoi je parle. Donc, quand je parle, on ne me fait pas la leçon de dire que je ne sais pas ce que le isme veut dire. C'est en connaissance de cause que j'ai parlé. Et ceux qui veulent me reprendre devraient m'écouter et ne pas me prêter leur définition à eux en pensant que j'aurais endossé cette définition-là. Voilà. Oui, mais monsieur Ouakili, c'était une définition qui n'était pas dans un livre. Vous vous êtes adressé à ceux qui étaient devant vous, et surtout aux Ivoiriens. Donc, vous ne pouvez pas négliger la perception de l'Ivoirien. Ils ne m'ont pas écouté. Leur perception ne passe pas avant mes propos. Ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous me reprochez? Quel alassanisme vous me reprochez quand j'ai expliqué l'alassanisme tel? J'ai même dit que ça vous déplaît que demain, M. Thiam devenu président et père de la nation, je dise que moi, je suis thiamiste opposant. Si, par exemple, je ne suis pas PDCI, je suis un thiamiste opposant. Quel est le crime de lèse-majesté ou de lèse-thiamiste que j'aurais commis en disant que vous qui êtes thiamiste, PDCI, thiamiste, et qu'il y a un thiamiste alassaniste ou un thiamiste RHDP? Quel est le problème? C'est Alassane Ouattara qui vous pose problème? Je ne comprends pas. Si attendez, monsieur Arafé. Si on est devenu président de la République et qu'à ce titre-là, nous sommes tous thiamistes, vous allez vous indigner? Est-ce que vous allez vous indigner de faire reconnaître que votre candidat est devenu président de la République, le père de toute la nation, et que ce candidat-là, on est tous thiamistes, et qu'il y a des thiamistes opposants, il y a des thiamistes pas opposants comme vous qui sont PDCI et qui le sont à 100%, mais il y a des thiamistes seulement, tout simplement parce qu'il est président de la République, mais qui s'en foutent de lui, mais qui sont opposants radicaux, mais ils sont thiamistes en ce qu'il est le président des Ivoiriens.
Alors, est-ce que vous allez me faire un procès pour ça? Non, si en 2025, Thiam devient président, je dis je suis un Thiamiste, mais un Thiamiste PPACI. Ici, par exemple, j'adhère au PPACI. Vous allez me faire un procès? Non, non, en fait, un Thiamiste PPACI, PPACI. Non, je ne vois pas quel est ce procès. En fait, il y a le procès se trouve. Peut-être que ce côté-là, vous l'écartez certainement dans votre raisonnement. Monsieur Alafé, ce n'est pas n'importe qui. Et vous intervenez, vous êtes omnipotent, omniprésent sur toutes les chaînes. Et vous tentez, hein, donc dans les débats. En 3 ans, lorsque je partais, à la faveur de Marcoussi et de la crise, j'ai compris que le journalisme, tel qu'on l'avait plus ou moins pratiqué, pour moi, dans cette posture-là, n'était pas viable. Et très tôt, j'ai compris, et je crois que c'est dans la même période, plus tard, Honoré Diédan est venu avec ni neutre ni partisan. Donc, j'ai compris qu'on ne pouvait pas continuer de cette façon. Et il y a 20 ans, 21 ans, j'ai créé l'intelligence d'Abidjan pour faire ce que je fais. Et je suis moi-même mon patron depuis 20 ans et je réponds de moi-même depuis 20 ans. J'assume ma vision du journalisme depuis 21 ans et je pense que je peux être jugé, je dois être jugé sur ce parcours de 21 ans-là, hein, parce que les autres fois, j'ai travaillé chez des gens et ce débat-là, on devrait le faire. Donc, quand je parle sur les plateaux, je ne pense pas que je dois prévenir d'être alassaniste ou quiconque. Il n'en est rien. J'ai expliqué l'alassanisme tel que je le conçois et de quoi il s'agit. Et je pense qu'il faut s'en tenir à cela. Oui, mais certains auditeurs pensent que vous ne pouvez plus être impartial dans un débat où on parle de M. Non, attendez une minute. Attendez, je finis ma question. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Wakili. Je les ai assurés que je n'ai rien créé. Monsieur Wakili. Il n'y a aucune absence d'impartialité. Je ne sais pas qui sont ces auditeurs. Je suis prêt à les rencontrer comme vous, je vous explique. Il n'y a rien pour créer une fausse polémique, pour tenter de décréter la fin de mon impartialité. Elle existe. Merci de la reconnaître. Merci de reconnaître les efforts que j'ai pu faire jusque-là. Mais ce n'est pas terminé. Ma posture reste la même. Et une déclaration dont on voudrait faire manipulation ne suffirait pas à me faire changer de posture. Alors, je vais toujours continuer donc la question, hein, voilà. Est-ce que vous pouvez encore être impartial dans un débat où on parle de M. Laurent Gbagbo, de M. Thiam et d'autres personnes, M. Wakili? Vous avez prévenu que vous allez me coincer. Il y a cru qu'il y aurait des choses plus difficiles, mais on tourne sur la même chose. Mais vous avez vu, moi, je n'ai jamais insulté en tant que tel M. Laurent Gbagbo. Je suis même allé à La Haye où j'ai posé avec lui. Donc, M. Laurent Gbagbo, là, je ne fais pas partie des gens sur qui il faut compter pour ne pas être totalement juste avec lui. Je suis allé à La Haye et j'ai rencontré plein de gens. Donc, sur ce terrain-là, ne comptez pas sur moi. Quand vous citez Gbagbo Laurent, est-ce que moi, je peux avoir critiqué M. Thiam, je peux estimer que la manière dont il a pris le PDCI n'est pas la bonne méthode, je peux avoir des amitiés ça et là, mais je suis critique, je peux être critique à l'égard de M. Thiam, mais il n'y a aucun problème d'impartialité ou de partialité avec lui. M. Jacques Rocher, vous êtes dans la partialité, vous avez fait un choix de Thiam à 100%. Il ne faut pas croire que tous les journalistes de Côte d'Ivoire, il ne faut pas croire que M. Alafé, Wakili qui parle avec vous, est identique à vous et serait dans un alassanisme à 100%. Non, on n'est pas la même chose. Vous avez fait un choix, comme je l'ai écrit, vous, votre liberté de journaliste, là, vous l'avez mise à la disposition de M. Thiam. Moi, je dis non. Vous êtes en train de faire en sorte de me coller une étiquette qui n'existe pas. Moi, vous êtes Thiami 100%, vous en êtes heureux et fier. Vous dites que être alassaniste n'est pas un crime. Si je suis alassaniste, je vous le dirai et j'en serai très fier. Oui, mais monsieur Alafé, oui, mais vous l'avez déjà dit, hein, vous l'avez déjà dit, vous êtes alassaniste. Alors, vous êtes Thiami 100%, vous avez mis votre liberté à la solde de M. Thiam et du PDCI. Moi, je ne suis pas dedans. Il faut l'accepter tel quel et ne pas vous cacher derrière les auditeurs ou des Ivoiriens imaginaires qui me reprocheraient quoi que ce soit. Alors, la seule différence entre ce que vous faites et ce que nous faisons, nous avons été clairs, nous avons, comme on appelle, le disclosure. Nous l'avons dit, nous l'avons assumé.
Monsieur Alafé, nous demandons. Oui, monsieur Alafé, s'il vous plaît, on ne pourra pas engager un débat. On ne pourra pas engager un débat que vous le faites en Côte d'Ivoire si vous ne me laissez pas terminer. Hein? Monsieur Alafé, monsieur Wakili, monsieur Wakili, monsieur Wakili, monsieur Wakili, le genre de débat que vous avez l'habitude d'engager à Abidjan. Vous croyez que je peux dire vous êtes béquéiste ou baboïste alors que vous ne l'êtes pas? Pourquoi vous voulez me faire assumer ce qui n'existe pas? D'ailleurs, je n'ai pas peur si je l'étais. Mais pourquoi être à la Sani dans ce pays-là? Ça donne droit à beaucoup de choses. Mais pourquoi je ne l'assume pas? Assumez-le. Assumez-le. Vous êtes tiamiste. Vous êtes tiamiste dans la souffrance. Moi, je peux être à la Sani dans la joie. Je peux faire la Sani dans la joie. Je gagnerai beaucoup. Je ne le suis pas. Pourquoi vous insistez? Vous avez assumé. Moi, je n'ai pas assumé ce que je ne suis pas encore. Le jour où je serai quelque chose, je vous le dirai. Si vous voulez l'exclusivité, je vais vous la donner. D'ailleurs, être à la Sani, comme vous l'avez dit, n'est pas une mauvaise chose. Alors, donc, de quoi on est alors, monsieur Wakili, afin pour, en n'engageant pas le débat que vous avez l'habitude d'engager à Abidjan, où quand nous suivons vos émissions, nous avons des sérieux problèmes. Ce que je veux et ce que je souhaite, je suis jusqu'à présent faire, attendez que je pose mes questions et je vous donne la possibilité de répondre. Comme ça, les auditeurs... Vous ne posez pas des questions. Voilà, vous m'interrompez encore, vous comprenez. Arrêtez de m'interrompre, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voulez me coller une étiquette si vous posez des questions. Mais attendez que je pose au moins la question. Pas un débat d'Abidjan. Non, il faut arrêter ces stigmatisations-là. Vous ne faites pas de meilleurs débats depuis Washington. Voici dans quoi on est là. Vous êtes en train de spéculer et vous croyez qu'on fait un débat. Il n'y a pas de débat. Vous êtes dans l'imaginaire, dans une spéculation, dans quelque chose qui n'existe pas et vous parlez de débat. Faisons un débat clair et propre. On a beaucoup de sujets. Il y a africanisme, il y a franc CFA, il y a beaucoup de choses, mais ça fait combien de temps? Ça fait combien de minutes là? Voilà. Alors, ça fait 30 minutes, nous parlons d'un seul sujet. Combien de temps avons-nous? Je reviens encore à mes questions. Vous êtes étiqueté. Mais s'il vous plaît, terrible, hein? S'il vous plaît, pour les auditeurs, je vous en prie pour la dernière fois, quand j'ai la parole, ayez l'amabilité de m'écouter, souffrez de m'écouter pendant au moins 30 secondes, puisque je garde la parole pendant 30 secondes. Et depuis là, vous répondez aux questions pendant 5-10 minutes, je ne vous interromps pas, mais souffrez, au moins que je pose mes questions, s'il vous plaît. Vous m'interrompez à tout moment, on ne pourra pas du tout engager donc les débats. Même si vous n'aimez pas mes questions, ben souffrez. Non, d'accord. Non, je maîtrise mes débats parce que là, je ne peux pas fermer votre micro. On me dira que voilà, je ne suis pas faire. Vous comprenez? Donc, je laisse la possibilité aux auditeurs de vous écouter et c'est tellement eux-mêmes de dire exactement ce qu'ils pensent donc du sujet. Hein. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour revenir à la question, le seul problème que nous avons, monsieur Assalé, hein, monsieur Wakili, hein, c'est donc de disclose, comme nous le faisons ici. Hein. Je suis alassaniste, croyez-moi. Moi, si je suis alassaniste, j'ai été alassaniste au départ, hein, dans les années 89, 90, 91. J'ai été alassaniste. Ah, vous? Oui. Ah, vous? Oui, j'ai été alassaniste. Donc, vous savez que... Bon, laissez-moi finir rapidement pour que les auditeurs me comprennent, s'il vous plaît. Voilà. J'ai été alassaniste dans les années 89, 90, 91 par rapport à ce que le FPI faisait contre le président Houphouët, je ne l'ai jamais supporté. Hein. Voir Alassane qui défendait le président Houphouët, croyez-moi, j'étais un fan de M. Alassane Dramane Ouattara, mais ça c'était donc dans les années, voilà. Donc, croyez-moi, défendre M. Alassane Dramane Ouattara, être un alassaniste, c'est une très bonne chose. Mais tout ce que nous vous demandons, c'est lui disclose, je le dis. Alors, revenons donc à un autre sujet, hein, puisqu'on sommes dans... Oui, mais je ne vais pas vous laisser... Non, laissez-moi poser d'abord la question, et puis vous allez certainement résumer. Oui. M. Alassane Ouattara en tant que tel, donc je ne peux pas vous laisser acte de ce mot de fin en disant que je devrais le faire et l'assumer. Il n'y a rien à assumer. Voilà, vous n'allez pas me faire assumer ce que je n'assume pas. Vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Vous êtes au juge Tiamis, vous l'assumez, vous étiez à la Sani, vous assumez, tant mieux, on en prend acte, mais ne me collez pas des étiquettes. Voilà. Ben, vous l'avez dit, hein, nous sommes Tiamis et nous sommes fiers, c'est ce que les éditeurs retiennent. Alors, revenons donc à un autre sujet, puisque... Oui, non, attendez, revenez une minute. Vous appelez ça débat, ça c'est pas une question. Non, une minute. C'est-à-dire que vous remettez vos opinions dans les questions. Vous faites un débat
et vous remettez vos opinions. Et vous dites que vous faites un débat. Ce n'est pas un débat. C'est un talk show. On s'interéduque. Et de part et d'autre, nous devons accepter de donner acte de ce que chacun dit. Vous ne pouvez pas retenir des conclusions. Alors, on va fermer cette parenthèse. On revient donc à un autre segment. Voilà, et j'aimerais certainement avoir un peu votre point de vue un peu sur ça. Alors, monsieur Ouattili, nous allons conclure. Vous ne pouvez pas continuer à faire des allégations. Monsieur Ouattili, après m'avoir posé des questions. Monsieur Ouattili. Normalement, après ceci-là, vous devez changer d'angle d'attaque et de posture sur la question. Ça ne doit pas être votre opinion. Vous êtes merci, monsieur Ouattili. Acceptez mon point de vue. Monsieur Ouattili, on revient, ça va passer. Vous n'allez pas certainement me déconcentrer. Hein, je suis un habitué. Alors, revenons donc à notre question aussi importante. Alors, parlons, monsieur Ouattili. Hein. Monsieur Ouattili, s'il vous plaît. Je demande à vos auditeurs, à tous ceux qui vous écoutent, de rester vigilants et de ne pas retenir vos intoxications. La tentative de me coller une étiquette qui n'existe pas parce que vous êtes étiqueté. Tout le monde n'est pas comme vous. Alors, vous savez, les gens qui... Alors, merci à monsieur Ouattili. Alors, je reviendrai certainement donc, à une autre question qui est assez importante. Parlons maintenant, si vous voulez, donc, du troisième mandat et prochainement donc, le quatrième mandat de monsieur Ouattara. Beaucoup de juristes sont qualifiés donc, de coup d'État constitutionnel et électoral. Quel est réellement un peu votre point de vue sur tout ça? En quelques 30 secondes, s'il vous plaît. Ouais, quelques juristes, des juristes. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, quel est le nombre. Est-ce qu'il y a 1 million de juristes et puis 900 000 ont qualifié cela? Donc, il faut savoir, quand vous dites beaucoup, vous mettez quoi dedans? Il y a quelques juristes qui ont dit cela. Deux, ça fait déjà beaucoup. Hein? Deux, ça fait déjà beaucoup. N'est-ce pas? Mais il y a peut-être 10 aussi qui sont d'accord. Bon, voilà, mais c'est pas, j'ai dit beaucoup. Donc, nous comprenons. Hein? Avançons. Non, moi je retiens quelques juristes ont dit non, mais d'autres juristes ont dit oui. Moi j'estime qu'il y avait des possibilités dans la Constitution après la révision constitutionnelle qui permettait cette candidature et que si par exemple la limite d'âge avait été maintenue à 75 ou 77, la nouvelle Constitution n'aurait pas permis au président Alassane Ouattara d'être candidat parce que il aurait eu à l'époque 78 ans et comme il n'avait pas 75-77 ans, il ne pouvait pas être candidat. Donc, une nouvelle constitution qui peut entraîner une nouvelle république n'entraîne pas forcément une candidature, mais lorsqu'il y a des dispositions qui permettent une candidature, bon, on peut être candidat parce que si la limite était restée à 75, le président Ouattara, malgré la nouvelle constitution, n'aurait pas pu être candidat. Et si la limite d'âge a été sautée pour permettre à l'époque au président Pétier d'être candidat, parce que lui, il n'aurait pas pu être candidat malgré une nouvelle constitution si la limite d'âge n'avait pas sauté. On veut que la limite d'âge bénéficie au président Pétier, mais on souhaite que ça ne bénéficie pas au président Ouattara au motif qu'il aurait fait 2 mandats déjà et on veut qu'il soit exclu du bénéfice d'une nouvelle constitution alors que cette nouvelle constitution constituait bénéficiait au président Pétier. Moi, je n'ai pas fait des études de droit. Philosophe que je suis, intellectuel que je suis, j'ai estimé que cette candidature était constitutionnellement acceptable. Elle posait des problèmes d'ordre éthique et moral et politique, comme on a vu, mais du point de vue du droit et de la Constitution, moi j'y ai adhéré. J'ai émis des réserves simplement sur la question de la promesse faite, sur le départ qui était acté. Donc c'était ça l'aspect qui pouvait déranger. Et c'est peut-être encore cela qui peut déranger si le président Ouattara est encore candidat. Sinon, du point de vue constitutionnel, je considère qu'il n'y avait pas matière à débat pour moi. Donc, vous considérez qu'il n'y a pas eu aussi un coup d'État? Le fait donc de changer la Constitution. Voilà, je profite de l'occasion pour faire une précision. Oui. Un coup d'État est un coup contre l'État, est un coup contre la Constitution. C'est ça. Il faut arrêter l'amalgame qui consiste à mettre sur le même pied les putschistes, les gens qui font des coups d'État et qui, la première chose qu'ils font est de suspendre une Constitution et une interprétation contradictoire, une interprétation conflictuelle de la Constitution. Il faut arrêter cette facilité, cet amalgame qui est fait visant à mettre sur un même pied une composition, une contradiction entre l'interprétation et l'application de la Constitution et la capacité à déposer un chef de l'État et à suspendre la Constitution. Les coups d'État, la première chose qu'on fait quand il y a un coup d'État est de suspendre la Constitution. Ce que vous appelez coup d'État constitutionnel en 2020
est une application de la Constitution qui vous déplaît. Mais ce n'est pas la même chose. D'accord. Alors, il y a cette facilité à apporter des soutiens aux poutistes et qui pousse à faire un amalgame et à considérer comme coup d'État les conflits autour de la Constitution au même titre que les putsch et les coups d'État que nous constatons. Je profite de ce débat-là pour faire la précision et déplorer ce type d'amalgame. Monsieur Wakili, soyons beaucoup laconiques, comme ça on pourra aborder beaucoup de sujets. On vous a compris, mais vous revenez, on vous a compris. Hein. Parfaitement. Alors, revenons donc à un autre segment, au deuxième segment. Hein. On a passé déjà un seul segment, 30 minutes pour un seul segment. Revenons au deuxième segment. Le journalisme à Côte d'Ivoire, avant toute chose, hein, monsieur Wakili, puisque vous m'avez accusé d'avoir fait certaines choses, donc je vais profiter pour vous poser cette question pour éclairer donc la lanterne donc, des Ivoiriens qui vous écoutent en ce moment. Hein, voilà. Avant toute chose, j'aimerais d'abord évoquer donc, quelque chose très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé donc, en 2000 Vous aviez été condamné à 18 mois donc, de prison ferme avec une amende de 100 000 francs CFA pour fraude sur la nationalité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hein? Quelle est votre version des faits Vous étiez déjà deuxième vice-président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire en ce mois. Oui, c'était en 2008. Je revenais des États-Unis où j'ai assisté à la convention américaine avec Obama. J'étais là, je pense qu'on s'est rencontrés aux États-Unis ou après. Et puis, je suis arrivé. Je voulais être président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et les gens me faisaient du chantage. Du chantage. J'ai dit, bon, ça suffit, j'en ai marre. Oui, bon, j'ai été condamné, il y a eu un procès public, il y a eu des témoignages, les documents existent, j'en ai parlé dans mon livre, c'est pas secret. Et chaque fois que je prends des positions comme maintenant avec vous, il y a des petits malins qui s'en vont sur Google pour sortir, faire des débats. Moi, j'en ai parlé dans mon livre. Avoir fait la prison, avoir eu cette condamnation m'a libéré parce que peut-être j'avais certainement des documents pas licites. Aujourd'hui, je suis ivoirien de façon claire et je parle avec vous en qualité d'ivoirien. Je peux être candidat où je veux. Je suis tranquille. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette affaire-là, j'allais continuer dans une situation pas claire et fausse. Aujourd'hui, je suis clair, tranquille, je suis ivoirien, au même titre que vous, sans débat. Donc, je n'ai pas encore à m'expliquer. C'est un événement qui est intervenu à une période où des gens avaient des intérêts à me faire des coups bas. Peut-être vous allez poser une autre question aussi, ce qui est arrivé plus tard avec la question à l'ANP de corruption ou autre. Je suis disposé à y répondre. Je vous dis, les documents existent. Vous avez peut-être eu souvent à partager cela et des gens ont partagé dernièrement. Mais moi, je suis ivoirien. C'est ça l'essentiel. Et je n'ai pas à justifier mon ivoirité à qui que ce soit. Non, mais... Je reconnais, il y a eu un fait passé, j'ai été condamné. Et un mois et demi après, je suis sorti de prison. J'ai été gracié par le président Laurent Gbagbo. J'ai eu l'occasion d'en reparler avec lui. C'était dans un contexte un peu difficile. J'ai été arrêté dans le bureau des ministres. On a dit que j'étais en train d'aller me faire enrôler pour participer à une élection des Ivoiriens alors que j'en étais pas. On a dit que je voulais être président des journalistes de Côte d'Ivoire alors que je n'étais pas ivoirien. Monsieur, on vous a compris. Hein. La seule question, oui ou non, vous avez utilisé des faux documents. Oui ou non? J'ai eu des faux documents, mais aujourd'hui, il y a des bons documents. Oui, okay. Je suis ivoirien, il y a des bons documents aujourd'hui. Si vous pouvez retenir les faux documents, c'est du passé. D'ailleurs, la justice devait les confisquer. On ne m'a pas confisqué ça, on m'a redonné ça. Donc la justice devait les confisquer, mais on me les a redonnés et je les ai en archive. Je vais peut-être déposer ça à la Bibliothèque nationale ou au musée d'Abidjan. Vous pourrez un jour les consulter. D'accord. Voilà. La question qui suit après cette question, l'éléphant déchaîné et d'autres journaux, hein, à l'exception du vôtre, mettent donc en évidence donc, des fraudes, des cas de fraude massive. D'autres journaux, à l'exception du mien, mon journal parle de tous les dossiers. Je n'ai aucun souci, moi. Je dis tout. La question, voilà, tous les journaux ne font pas encore de la manipulation en disant à l'exception du mien, 1 et 2. L'éléphant déchaîné en a parlé. Ce n'est pas qu'un sujet de la presse. Tout le monde en parle en Côte d'Ivoire. Et moi-même, d'ailleurs, j'en parle. Et vous savez, je suis bien placé pour en parler. Mais je n'ai même pas fini ma question, s'il vous plaît. C'est grave. Ah bon, je vais toujours répondre à ma question, hein, comme je le disais tout à l'heure. Permettez-moi au moins souffrer, vous comprenez. Quand vous parlez, je souffre aussi, mais je me tais, je vous laisse parler. S'il vous plaît, souffrez, au moins que je pose une question de 30 secondes, s'il vous plaît, pour les auditeurs. Voilà. D'accord, comme je le disais, donc ces journaux mettent donc en évidence donc, des cas donc, de fraude massive sur les documents
administratif et, pourquoi pas, le fichier électoral. Pourquoi votre journal évite-t-il, j'ai dit, ces débats? À votre avis, donc, ces débats sont-ils importants pour les Ivoiriens, ou vous pensez que ceux qui parlent sont des xénophobes, ou, j'allais dire, peut-être des Ivoiritaires? Bon, voilà, je connaissais votre question, vous n'aviez pas besoin de la terminer parce que vous êtes encore là dans la manipulation et l'intoxication. D'abord, mon journal parle de ces questions 1. Donc, vous êtes dans la manipulation et l'intoxication quand vous dites plusieurs journaux sauf le mien. Ce n'est pas juste. Voilà, 1. 2, parler de fraude massive. Oui, la fraude existe, mais comment avez-vous fait pour savoir qu'elle est massive? Quelle est votre valeur d'indication, votre valeur de référence? 3. Quel est le lien, l'amalgame avec la liste électorale? Vous savez, les vrais fraudeurs, là, ils ne s'intéressent pas à l'élection souvent. Ils sont cachés. Voilà, ils ne sont pas sur la liste électorale. Les gens cherchent des fraudeurs sur la liste électorale. En réalité, un vrai fraudeur, là, il ne se lève pas pour aller se créer des problèmes, aller participer à l'élection des Ivoiriens. Ça ne l'intéresse pas. Vous cherchez des fraudeurs sur la liste électorale, il n'y en a pas. Un vrai fraudeur, là, il se cache. Il est dans son coin, il vit caché. Il n'y a pas de fraudeur qui va vouloir se mêler de la vie des Ivoiriens s'il n'est pas ivoirien. Donc, il faut arrêter cet amalgame-là. Maintenant, 4, oui, ça existe et c'est une réalité. Oui, moi, je ne fabrique pas les documents. Hein. Je ne suis pas parmi les fraudeurs, dont des Ivoiriens qui font des faux tampons, qui font des fausses cartes d'identité, qui font des faux extraits de naissance, qui font des faux certificats de nationalité, qui font de faux passeports. C'est des Ivoiriens qui sont dans cette filière, qui les donnent. Il y en a qui sont dans le vrai. Lorsqu'ils vendent leur nationalité, lorsqu'ils vendent leur filiation par mariage ou autre, il y a un réseau, ça existe. En Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays. Récemment, on a vu qu'en Afrique du Sud, il y a une Miss dont la mère n'est pas sud-africaine, qui s'est fait passer pour sud-africaine alors qu'elle serait zimbabwéenne ou d'un autre pays. Et la Miss a été dévoilée. Elle a dit qu'elle ne peut plus continuer, elle s'est retirée. Ça existe dans tous les pays. Et il faut s'assurer des qualificatifs que vous verrez quand vous dites que c'est massif. Et puis, il ne faut pas faire d'amalgame avec la liste électorale. Des mesures sont prises depuis plusieurs années. Depuis le temps du président Oufou, et c'est des choses qui existent. Il y a ces choses qui existent dans l'administration, partout, ça existe. Et aujourd'hui, il faut régler cela d'une manière ou d'une autre. Makoussi avait offert des pistes parce que les gens ont constaté que les personnes qui étaient nées en Côte d'Ivoire avant 1971 avaient la possibilité de devenir des Ivoiriens, mais ne l'étaient pas. Il y a une loi spéciale qui a été votée. Si vous remarquez, vous verrez que peu de gens ont bénéficié de cette loi spéciale. Vous ne vous étonnez pas de la raison. C'est peut-être parce qu'avant qu'il y ait Makoussi, il y a eu peut-être beaucoup de faux. Il y a eu des opportunités pour ces gens de devenir des Ivoiriens. C'est pour cela que vous verrez que malgré les estimations de Makoussi, il disait qu'il y avait 1 à 2 millions de gens. Et malgré les craintes, soyons laconiques, M. 20 ou 50 000. Monsieur, soyons laconiques, alors, vous avez parlé tout à l'heure que... Non, vous n'avez pas... Moi, je suis prêt pour faire le débat. S'il vous plaît. Je suis un habitant de Laconie. Le mot Laconie vient de Laconie. Je ne suis pas un habitant de Laconie. D'accord, on a compris, j'ai compris tout ça. Merci beaucoup pour l'éducation, cher frère. Merci beaucoup. Alors, je vais encore poser ma question tout à l'heure. Vous m'avez accusé d'employer des expressions, une fraude massive. Vous êtes journaliste, vous êtes directeur, et je suis surpris même que vous ne savez pas qu'il y a des fraudes massives. Je vais vous donner quelques exemples. Souffrez un tout petit peu déjà. Je crois que notre frère, j'ai oublié son nom, en a déjà parlé. En juin déjà 2023, le Qatar allait, donc la Côte d'Ivoire, relativement donc à plusieurs ressortissants syriens, tentant donc d'entrer donc dans leur pays avec des faux passeports. On a parlé donc des milliers donc de passeports. Selon donc Jeune Afrique, le 5 octobre 2023, on a parlé de 120 000 passeports, de faux passeports. 120 000 faux passeports. Vous comprenez? Ensuite, le quotidien, l'Inter, dans sa publication numéro 5082 du juillet 21 mai 2015, il a même parlé aussi, on a parlé donc de découvert donc chez Madame Cissé Maïmouna en possession de près de 500 000 cartes d'identité, des fausses cartes d'identité. Donc les exemples sont légion. Donc quand nous parlons de fraude massive, nous savons de quoi nous parlons, Michel Affi. Vous êtes d'accord avec moi? 500 000, 120 000, 20 000, ça fait déjà pratiquement, on a avoisiné 1 million de faux documents.
Vous êtes journaliste, non? J'essaie des journalistes. Vous n'avez pas de rapport d'enquête, de rapport de police. Vous voulez que j'endosse vos conclusions sur la base d'articles de presse. Moi, je ne travaille pas comme ça. Voilà. Je vous laisse libre de vos mots massifs, mais je ne les endosse pas. Et ça existe, c'est une réalité. Voilà, mais les mots, vous pouvez les garder à vous. Pourquoi vous me faire endosser le mot massif? Ça existe. Maintenant, le caractère massif est approuvé, quoi. Il faut une enquête de police, il faut une enquête indépendante, il faut une enquête judiciaire pour déterminer la réalité exacte des choses. Il ne faut pas aller à la dénonciation comme ça sans se baser. Parce que les gens qui le disent, bon, quelqu'un qui a 500 documents à faire, 500 000, ça ne veut pas dire que les 500 000, là, elle a déjà donné 500 000 nationalités, puis on a découvert 500 000 documents avec la dame. Donc, c'est des choses délicates qui existent dans tous les pays qu'il faut manier avec responsabilité et ne pas donner l'impression que la Côte d'Ivoire est une usine de faux et que dans ce pays, dit-on, de 29-30 millions d'habitants, le faux est tellement que peut-être tellement massif que peut-être il y a 29 millions d'Ivoiriens dans le monde, alors qu'on dit qu'il y en a peut-être 5, il y a 29 millions d'Ivoiriens dans le monde et il y a plus d'Ivoiriens hors de Côte d'Ivoire que dans la Côte d'Ivoire. Parce que dans les 29 millions-là, vous trouverez qu'il y a 6 ou 7 millions de non-Ivoiriens. Bon, s'il y a tellement de fraude, peut-être que les 22-23 millions d'Ivoiriens-là, c'est pas vrai. Vous allez voir à force de trouver des fraudeurs partout, on risque d'arriver à une situation où pour 30 millions d'habitants, on n'aura que 10 millions d'Ivoiriens. Or, les gens demandent 15 millions de personnes ou 13 sur la liste électorale. Où allons-nous trouver ces Ivoiriens? Il faut arrêter un peu. Alors, vous parlez donc de... Vous connaissez très bien monsieur Tiroko Assalé, qui a fait un reportage sur ça, avec des éléments à l'appui. Il n'a pas été inquiété par la justice. Il a mené des preuves. Où on parle donc des milliers de faux documents, de cartes d'identité. Croyez-moi, ce problème devient de plus en plus important dans un pays. Vous ne pensez pas? C'est un problème important, oui. C'est un problème important en Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays. C'est important. Je ne nie pas son importance, mais je dis il faut en parler avec responsabilité et non populisme. Et puis, il faut éviter de faire des amalgames parce que, à cette allure-là, à 29 millions d'habitants, on risque peut-être de constater qu'il y a tellement de faux dans ce pays-là que peut-être les Ivoiriens sur les 29 millions ne sont que 15. Où sont les Ivoiriens? S'il y a tellement de fraude, où sont les Ivoiriens? Qui est Ivoirien, qui ne l'est pas? On voit des fraudeurs partout. Et finalement, ce pays-là est rempli de non-Ivoiriens. Tellement vous voyez la fraude massive partout. Où sont les Ivoiriens? Qui est Ivoirien, qui ne l'est pas? À force de chercher partout des fraudeurs, on va arriver à une situation où il n'y aura que 10 millions d'Ivoiriens. Alors que, d'après les statistiques, il faut 13 millions de personnes sur la liste électorale. Mais où allons-nous les trouver? Si on passe le temps à dire que tout le monde est fraudeur. Si vous voulez lier la fraude actuelle à la liste électorale, on a 8 millions de gens. Et d'après les estimations de l'opposition, il faut 5 millions de personnes en plus pour qu'on ait 13 millions. Bon, vous êtes sûr maintenant que vous êtes là, vous voulez vérifier, on va trouver 5 millions d'Ivoiriens. Maintenant là, si on enlève les fraudeurs supposés sur la liste de 8 millions, où ça veut dire qu'on doit trouver 7 ou 10 millions de vrais Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste électorale. Il faut prendre cette affaire-là avec la responsabilité et arrêter de faire de l'amalgame et du populisme là-dessus. Parce qu'on a l'impression que tout le monde est fraudeur et qu'il n'y a personne qui est Ivoirien dans ce pays-là. Vous allez avoir comment 13 millions de personnes sur la liste électorale? Si vous passez votre temps à dire qu'il y a une fraude massive et que c'est une industrie à ciel ouvert de faux dans le pays, il faut arrêter. D'accord. C'est un problème qui est assez sérieux. Vous pensez qu'on doit arrêter, mais c'est un problème qui est assez sérieux. Alors, vous êtes donc dirigé. J'ai dit que c'est tellement sérieux qu'il faut en parler avec responsabilité et arrêter de faire de l'amalgame et du populisme là-dessus. C'est un problème sérieux qui mérite qu'on en parle avec sérieux et responsabilité. Autrement, si on vous suit, les non-ivoiriens, les faux ivoiriens seraient les plus nombreux dans ce pays et il n'y a que du faux dans ce pays. C'est pas ce que nous avons dit, ça c'est votre interprétation. Alors, mais si, c'est massif. Jusqu'à quel point? C'est massif. Ça veut dire quoi massif? Alors, quand vous dites c'est massif, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez dit la proportion? Vous avez dit des millions et des millions dans vos questions. Vous avez dit des millions et des millions.
Combien de millions? J'ai jamais dit des millions. J'ai dit on avoisine les millions. Si, on va l'entretien est enregistré. Voilà, on avoisine le million. Quand vous dites qu'il y a une seule dame qui a 500 000 cartes, alors, ça c'est ce que la presse a dit et ce que la presse n'a pas dit. D'accord. On arrive à des millions. Alors l'entretien est enregistré, on va la réécouter. Elle sera retranscrite. On verra ce que chacun a dit. Merci, M. Wakili. Vous êtes donc actuellement porte-parole, disons. Vous vous érigez aujourd'hui. Hein. Mais voyez-vous, vous-même, journaliste, je pense que quand des hommes politiques aussi font leur boulot et qu'ils assument, c'est après les journalistes qui tirent sur eux. Et c'est ce qui est déplorable. Quand, par exemple, M. Katina fait son travail, un homme politique qui prend des positions, c'est des journalistes qui vont l'attaquer, pas toujours forcément d'hommes politiques. Quand M. Touré Mamadou prend position, c'est des journalistes, notamment vous, qui l'attaquent. Quand M. Thiam et M. Brendoumi prennent position, c'est des journalistes, pas forcément des hommes politiques qui répondent. Et quand d'autres hommes politiques répondent, c'est des journalistes qui répondent. Et c'est ça, pour moi, hein, le problème de la presse ivoirienne, et c'est pour cela que j'ai créé l'intelligence d'Abidjan il y a 21 ans pour sortir de cela. Je me bats pour maintenir cette ligne-là. Ce n'est pas facile. C'était la ligne que voulait instaurer Honorable Didier, ni neutre ni partisan. Elle a été incomprise. Beaucoup de personnes estiment que ce n'est pas possible. On considère que qui paye commande. Mais est-ce que vraiment les gens payent? Qu'est-ce qu'ils payent? Mais au-delà, je considère que de façon générale, les journalistes, de façon volontaire et libre, hein, ont lié leur liberté aux hommes politiques, ont lié leur liberté à des causes politiques. Ce que nous constatons, ce n'est pas un problème, hein, puisqu'en Europe, la presse d'opinion, la presse de soutien existe, mais il y a peut-être un public plus varié, plus diversifié qui adhère à cela. Donc, ce n'est pas mauvais. Et même aux États-Unis où vous êtes, les journaux et les médias restent partisans en fonction des blocs. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi le reprocher à la presse ivoirienne? Ce qu'il faut souhaiter, ce qu'il faut déplorer, c'est peut-être l'absence de professionnalisme. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait davantage d'intégrité, d'équité sur la question. Et bon, pour résumer, pour faire laconie, pour aller en laconie, pour être laconique, pour conclusion, je dirais que oui, la presse ivoirienne a des défis à relever. Oui, la presse ivoirienne n'a pas été toujours à son meilleur niveau. Oui, la presse ivoirienne a des lacunes, mais elle n'est pas la plus mauvaise parmi d'autres presses. Elle n'est pas la plus mauvaise chose dans ce pays par rapport à d'autres choses. Elle se bat, elle essaie de rester digne, elle survit, elle est dans une situation de perfusion permanente et il est important que vous souleviez la question sans a priori, sans émettre d'avis d'incompétence à l'égard des animateurs de la presse qui ne manquent pas d'occasion de se remettre eux-mêmes en cause. Merci beaucoup, M. Wakili. Donc, nous sommes un peu d'accord qu'il y a beaucoup à faire. Même si certaines choses sont faites, mais il y a beaucoup à faire. Nous sommes un peu d'accord. Vous voyez d'abord que... Au moins, on est d'accord sur quelque chose. Bon, je tiens d'abord à préciser, hein, M. Wakili, hein, que Maurice Nkoudouguel n'avait pas pour objectif, certainement, de discréditer l'ensemble de la profession journalistique, mais de dénoncer, si vous voulez, certaines pratiques, mais que je considère, mais quand il dit que vous n'avez pas mentionné, mais... on se comprend un tout petit peu, adopté hein, par ceux qui se prétendent journalistes, parfois grands journalistes. Au cœur donc du problème, le cas du problème est plus profond. Et je pense qu'on tombe un tout petit peu d'accord. Alors, revenons rapidement, hein, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps, hein, je crois qu'on va aborder un peu le segment donc, des coups d'État. Les coups d'État se multiplient en Afrique de l'Ouest, de façon générale, mais précisément en Afrique de l'Ouest. À votre avis, hein, quelle est donc la cause, pour ne pas dire les causes profondes? Et est-ce que, on peut pas parler, est-ce qu'un échec donc des démocraties naissantes ou une réponse au dysfonctionnement des régimes en place? Moi, je dirais que les coups d'État sont le signe du manque d'intégrité des acteurs militaires. Ce n'est pas l'échec des politiques, l'échec de la démocratie. Vous voyez, dans la vie, la perfection n'existe pas. Les gens commettent des erreurs, il y a des lois, on va en justice, on met en prison, tout. Mais lorsque un régime démocratique, un régime civil déconne, il doit avoir des mécanismes
Lorsque ces mécanismes, ces leviers ne sont pas mis en place, le coup d'État n'est pas la solution. Voyez-vous, en France, on a même dit Macron va être destitué. Imaginez un pays sans gouvernement depuis 40 jours. Mais si c'était en Afrique, des militaires allaient se lever pour renverser Macron, pour faire un coup d'État, pour dire mais c'est inadmissible. Comme au Gabon, le peuple a voté, il est en train de tripatouiller tout. Donc, le fond du problème, ce n'est pas l'échec des démocrates, hein. Ce n'est pas l'échec des civils. Hein. C'est, vous parlez d'incompétence des journalistes, c'est le manque d'intégrité ou l'incompétence des militaires. Au Sénégal, l'armée a observé, le Conseil constitutionnel a joué son rôle. Mais quand vous qualifiez de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire de coup d'État, le mot était sorti pour le Sénégal. Coup d'État de Macky Sall, coup d'État constitutionnel, coup d'État. Les gens ont tendance à sortir facilement le mot coup d'État. Si les gens ont raison, si c'est un coup d'État, mais les militaires sont pour mettre de l'ordre. Si c'était une bonne chose, il y aurait eu ça au Sénégal. Mais non, on a une armée professionnelle, intègre et compétente qui sait qu'elle n'avait pas à faire cela. Et cette même gendarmerie, cette armée, elles ont été dénoncées pour leur soutien à Macky Sall. C'est la même gendarmerie et armée qui traquait les autres, là, c'est elle qui est là aujourd'hui. Elle est au service du nouveau régime. Si elle n'était pas intègre, compétente et professionnelle, ils allaient se venger, faire un coup d'État sur les nouveaux qui gouvernent librement et qui sont contestés. Les gens ne sont pas contents. Même Ousmane Sonko a été accusé de violer la Constitution en refusant d'aller parler devant les députés. Ce n'est pas parce qu'il a un soutien populaire qu'on va dire, bon, si c'est un coup d'État, ça ne va pas changer parce que le soutien populaire devant la force, c'est peanut, c'est zéro. Il n'y a jamais de vrai soutien populaire, c'est la force. Donc, je dirais que ce n'est pas un échec. Ce qu'on attendait, par exemple, des militaires au Gabon, c'était de créer les conditions pour que le vainqueur d'une élection organisée qu'ils ont supervisée soit proclamé et non de renverser Ali Bongo pour venir s'installer et puis dire qu'ils vont organiser une nouvelle transition et de nouvelles élections. Le peuple du Gabon, le peuple gabonais a voté, il a désigné un vainqueur. On crée les conditions pour proclamer ce vainqueur. On ne fait pas une nouvelle élection. C'est pas juste. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut dénoncer dans les coups d'État. Ça, c'est le cas gabonais. Pareil au Niger. Ce n'est pas acceptable ce qu'ils ont fait. Pareil au Burkina. Pareil au Mali. Voilà ma position là-dessus. Moi, je reconnais que les civils peuvent déconner, les civils peuvent commettre des erreurs, mais la solution n'est jamais un coup d'État. D'accord. Alors, rapidement, on va parler du franc CFA et de l'économie africaine. J'allais dire, le débat autour donc, du franc CFA est toujours aussi vif, c'est clair. Hein. Quel est donc votre point de vue sur l'avenir de cette monnaie? Pensez-vous qu'elle freine ou stimule, j'allais dire, le développement économique des pays africains? Du point de vue strictement technique, du point de vue strictement économique, le CFA a quelques contraintes et quelques difficultés lourdeurs. On peut faire la question, le débat technique, ça je le reconnais. On peut faire le débat sur le taux de parité, on peut faire le débat technique. Maintenant, ce que je recuse, c'est le débat politique et politicien ou populiste autour du CFA, parce que je pense que le CFA n'est pas le seul héritage de la colonisation, et je constate que les pourfendeurs du CFA, du point de vue politique et historique, endossent presque tous les héritages de la colonisation et se concentrent au niveau de la critique contre le CFA. J'estime que ce n'est pas juste et que ce n'est pas acceptable. Parce que nos frontières en Afrique sont des héritages de la colonisation. Le fait d'être ivoirien, le fait d'être malien, le fait d'être sénégalais, le fait d'être du Niger, le fait d'être du Nigeria, le fait d'être du Bénin est un héritage de la colonisation. C'est un héritage assumé qui donne nos nationalités que nous brandissons. Des gens ont fabriqué nos pays pour nous les donner et nous en sommes fiers. Mais le CFA est dedans. Pourquoi on fait le conflit seulement contre le CFA qui doit disparaître? Pourquoi nos frontières et nos nationalités qui nous ont été octroyées ne doivent pas disparaître? Octroyées qui font qu'il y a des populations qui sont de part et d'autre des frontières, sans leur accord, sans aucun référendum, sans un choix libre. Et il y a eu des guerres de sécession et des frontières en Afrique. Ils font l'impasse sur ces débats.
et ils acceptent le principe d'intangibilité des frontières et puis passent leur temps. Il n'y a pas que nos pays et nos frontières, il y a nos langues, il y a le système éducatif, il y a l'organisation de la justice, aussi bien dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Il y a tout, il y a la religion, les religions, il y a tout cet héritage de la colonisation qui ne dérange pas. Et puis, c'est contre le CFA, on voit un procès. Je dis non à ce procès sélectif 1. Cela dit, je reconnais que du point de vue technique, du point de vue économique, lorsqu'on est sorti du débat politicien, il y a matière à débat, à questionnement, pour voir si nos pays ont la capacité de tenir le rythme de cette parité fixe par rapport à la convertibilité. Maintenant, la parité flottante aussi est un risque en matière d'affaires et les pays qui l'expérimentent avec la convertibilité, le manque de stabilité de la conversion autour de nous sont aussi liés à des incertitudes et n'ont pas des performances tout à fait extraordinaires. Donc, sur la question, je voudrais demander de dépassionner la question et de s'en tenir peut-être à des débats techniques et non politiciens. Donc, rapidement, l'adoption d'une monnaie unique africaine est-elle donc une solution réaliste à court et à moyen terme? Oui, bien sûr, on a le projet de la zone d'échange libre en Afrique qui doit conduire à un marché unique et le marché unique doit être en même temps une union économique et monétaire au niveau africain. Et les pères fondateurs de l'Union africaine avec Kadhafi, Kagame, Obasanjo, Abdoulaye Wade, avant eux, les anciens, il y a cette vision, il y a ce rêve d'une union de l'Afrique avec un passeport unique qui va consolider le marché commun, qui du marché commun doit devenir le marché unique avec la monnaie unique. Ça, c'est une grande ambition, c'est une quête qui a toujours été souhaitée. Bon, c'est ça qu'il faut arriver à faire à terme. Et le franc CFA est un chemin, parce qu'on a 54 pays. Le franc CFA, c'est 15 pays. Vous voyez le chemin parcouru. Et en dehors du franc CFA, il n'y a aucune autre union de cette nature en Afrique. Vous ne trouvez pas que c'est un problème? Si, au-delà du fait qu'on doit s'unir, bon, c'est français, mais nous-mêmes Africains, là, depuis tant d'années, les pays qui n'ont pas été colonisés par la France, les pays qui sont libres, les pays souverains, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur souveraineté? Si nous, francophones, là, on est sous influence de France, eux qui ne sont pas sous influence, là, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur liberté, de leur non-influence? Qu'est-ce qu'ils ont créé? Pourquoi les 39 qui ne sont pas dans l'espace CEDEAO et dans l'espace UEMOA n'ont pas réussi à créer une monnaie vers laquelle le CFA va converger? Donc, il faut, au-delà des combats politiciens et populistes, il faut rendre hommage au fait que le CFA existe, peu importe d'où il vient, parce que nos pays existent. Ça participe. Le CFA a été créé longtemps après que nos pays ont été tracés à Berlin. On fait la guerre pour nos pays, on assume nos pays. Et puis on nous dit d'avoir honte du CFA qui est venu longtemps après le dépeçage de notre continent, après nos identités qui nous ont été données par des gens. Même les noms de nos pays, c'est après que Haute-Volta est devenu Burkina Faso. Mais d'autres pays, ils ont gardé leur nom. Soudan est devenu Mali, mais les frontières sont restées. Donc, on ne peut pas connaître cette histoire d'Afrique et puis suivre les gens dans leur quête, dans leur cabale contre le CFA, alors qu'ils ne font pas d'efforts en dehors, dans d'autres domaines, pour réussir à avoir un tel instrument de coopération, d'intégration en Afrique qu'il faut bien entendu améliorer. D'accord. Alors, rapidement, on va parler donc de la démocratie en Afrique. Vous avez évoqué donc la démocratie en Afrique dans vos écrits. Quel est selon vous l'état de la démocratie en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement en Côte d'Ivoire? Je voudrais remercier en Côte d'Ivoire, d'abord au Sénégal, la classe politique, vraiment féliciter au Sénégal, féliciter au Ghana, féliciter en Guinée-Bissau, féliciter au Libéria où on a eu une alternance il n'y a pas longtemps, féliciter en Sierra Leone, féliciter au Nigeria et puis aussi féliciter en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si j'ai oublié un pays, au Togo, au Bénin, cette classe politique qui fait des efforts malgré la tentation, malgré
les colères, malgré les impatiences, malgré la révolte qui peut intervenir, cette classe politique qui fait des efforts pour préserver l'essentiel, et puis ces militaires qui essaient de jouer leur rôle de façon discrète, qui ne s'attribuent pas des prérogatives non constitutionnelles, qui ne se disent pas que le rôle de l'arbitre est de laisser le sifflet pour venir prendre le ballon. Parce que c'est ça l'image. Les militaires, c'est comme des arbitres ou des sélectionneurs. Et puis quand ça ne va pas, ils déposent le sifflet, ou bien ils prennent le sifflet, et malgré le sifflet, il a le sifflet et puis il porte un maillot. C'est ça, ils ont l'arme et puis ils viennent se mettre devant les armes, ils veulent nous commander. Donc, c'est comme l'arbitre, tu prends le ballon et puis le sifflet, et puis tu viens te mettre dans une équipe. Le public va applaudir parce que l'équipe dans laquelle tu es, si tu deviens arbitre et tu as le ballon, mais vous allez battre l'équipe adverse. Et c'est comme ça, les militaires, c'est les arbitres qui viennent se mettre dans un camp, ils se mettent des gens derrière eux. C'est normal que le peuple les applaudisse. Ils ont l'arme, ils ont le sifflet, ils ont le ballon. Mais le public qui veut gagner, il applaudit l'arbitre qui soutient son équipe. C'est ce qui se passe. Donc, vraiment, je sais qu'il n'y a pas de démocratie parfaite. Nulle part au monde. On voit ce qui se passe aux États-Unis. On voit ce qui se passe en France. Chaque pays a ses problèmes, même en Occident. On voit partout. Mais les gens font des efforts pour dire c'est le meilleur des systèmes. Malgré tout, ils restent dedans. Malgré tout. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même les pays poutistes, même quand ils se font 5-10 ans de coup d'État, ils reconnaissent que tôt ou tard, il faut aller à l'élection et à la démocratie. Au Burkina, il a 5 ans, peut-être 2 fois, après 3 fois. Mais après lui, le pays ne va pas être gouverné chaque fois après lui à un autre coup d'État. Ils vont retourner même dans 20 ans à la démocratie. Mais pourquoi perdre le temps dans des transitions bidons inutiles? Justement, pour parler de transition. Pour parler de transition, quelle est votre opinion sur la transition démocratique, j'allais dire les transitions démocratiques en cours dans des pays que vous avez mentionnés tout à l'heure, le Mali, le Niger, la Guinée et le Burkina Faso? Ce ne sont pas des transitions démocratiques. Bon, la Guinée n'a pas de problème avec les gens. Elle a réussi. Bon, il y a un coup d'État. C'est la même chose, un coup d'État. Oui, c'est le même coup d'État. Mais voyez-vous, c'est ça le problème. Quand je vous dis que ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez, les adversaires de Alpha Condé, ils ont applaudi, non? Aujourd'hui, Dalin Diallo ne veut pas rentrer tranquillement en Guinée. Les autres rasent les mules. Mais voilà, il ne faut pas s'amuser à soutenir un coup d'État. Ce n'est pas bon. Ils étaient contents qu'Alpha Condé tombait. Ils étaient contents, non? Ces opposants, ils sont où aujourd'hui? Ce n'est pas bon, les coups d'État. Donc moi, vraiment, aucun regard là-dessus. Je préfère ne plus les commenter, leur transition. J'attends la fin. Que Dieu nous donne longue vie. Peut-être ce sont nos enfants qui vont voir la fin de cette transition parce que ces militaires ne veulent pas partir. Ils vont, certains, comme en Guinée, là, ils tentent de se faire élire pour lui faire une transition rapide, là, aller à l'élection en étant candidat jusqu'au prochain coup d'État contre lui. C'est un cycle qui est mauvais. Il ne faut pas entrer dedans. Ça se termine toujours mal. Toujours mal. Alors, je comprends parfaitement. Donc, aujourd'hui, comprenez-vous, les Africains des Africains qui estiment que les coups d'État sont légitimes pour rétablir l'équilibre démocratique en favorisant l'alternance au pouvoir face à des chefs d'État qui refusent donc des partis démocratiques et de partis démocratiquement en manipulant leur constitution, en utilisant parfois une armée clanique pour se maintenir au pouvoir. C'est des impressions d'un camp, ce n'est pas la vérité. La prétendue manipulation de la constitution. Je vous dis que c'est ce qu'on a vu au Sénégal. On appelle le coup d'État. Le coup d'État n'est jamais la solution. Les gens sont morts, ça tuait la gendarmerie, la police. Les gens sont morts. Les gens ont dit coup d'État constitutionnel. On était dans un environnement pré-coup d'État au Sénégal. Il n'y a même pas eu autant de tensions au Mali quand ils ont renversé Ibeka. Et est-ce que ce qui s'est passé au Sénégal, ça s'est passé au Niger? Il faut arrêter de soutenir les coups d'État, s'il vous plaît. Il faut arrêter cette propagande en faveur des poutistes. Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? Est-ce que c'était une manipulation de la Constitution? Est-ce que c'était une volonté d'un 3e mandat? Est-ce que c'était une manipulation constitutionnelle? Il faut qu'on arrête cette propagande-là. Il faut qu'on arrête. Le monsieur, on dit on va venir régler un problème. Qu'est-ce qui a été réglé au Burkina depuis lors? De coup d'État en coup d'État. Au Niger,
est-ce que c'était un problème de démocratie et de constitution? Il faut qu'on arrête. Le gars, le prédécesseur a même eu le primo Ibrahim pour avoir réussi l'alternance. On encourage les gens pour ça. Un prix que Alpha Oumar Konaré, peut-être le président Alassane Ouattara devait recevoir peut-être la même année que lui, ou bien juste après. On ne leur a pas donné ça. Mais ce n'est pas une raison de faire un coup d'État quand on n'a pas fait une alternance parce qu'il y a un groupe, une partie de l'opinion qui n'est pas d'accord. Mais on ne fait pas de coup d'État pour ça. Nous, aujourd'hui, on a échappé à un renversement des institutions en Côte d'Ivoire. Mais on est bien placé au motif qu'il y avait un coup d'État constitutionnel, mais on est bien placé pour dire non. Parce que ça aurait pu marcher. Parce qu'il y a toujours la tentation de ça pour certains. Oui, aujourd'hui, vous criez, vous proclamez alassanisme. Si on parle d'alassanisme aujourd'hui, c'est parce que non seulement il y avait eu des tentatives de... Vous aussi, vous êtes alassanisme. Une minute, je vais finir d'abord. Il y a eu des tentatives... Ouais, vous aussi, vous êtes alassanisme. Je ne proclame pas alassanisme. Je dis que j'ai proclamé que nous le sommes tous. Monsieur Wakili, on va discuter un peu de mission. Votre lecture des choses. Vous aussi, vous êtes alassanisme. Laissez-moi finir ma question. Parce que Alassane Ouattara est le père de la nation, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Ah, mais c'est terrible. Hein? Laissez-moi finir ma question. Même si vous ne l'aimez pas, laissez-moi finir ma question. Vous avez tout le temps. Je vous donne au moins 5-10 minutes pour répondre aux questions. Vous comprenez? Donc, souffrez, je vous dis 30 secondes pour que je pose mes questions. Vous comprenez? Je disais, il y a des coups d'État, des rébellions qui ont permis donc à M. Ouattara d'être au pouvoir. Sans ces coups d'État et sans ces rébellions, peut-être M. Ouattara ne serait pas président. Donc, on ne peut pas parler d'un mauvais coup d'État quand il s'agit des autres pays et des bons coups d'État quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Vous parlez à M. Arafé qui n'a jamais soutenu un coup d'État, qui n'a jamais soutenu une rébellion. On est dans un débat. Quand vous serez devant M. Alassane Ouattara, vous allez lui poser des questions. Moi, Arafé Ouakili, je n'ai jamais soutenu un coup d'État, je n'ai jamais soutenu une rébellion en Côte d'Ivoire, ni ailleurs. C'est moi, Arafé, qui parle. Je suis en interview avec vous. Quand vous serez devant M. Ouattara, vous lui poserez cette question. Mais on sommes d'accord que sans la rébellion, sans les coups d'État, peut-être M. Ouattara ne serait pas président. Ça n'engage que vous. Je peux faire des explications, mais ça n'engage que vous. Je ne réponds pas à la place de M. Ouattara et autres. D'accord, je vous poser la question. Voilà. Vous posez cette question-là, le coup d'État contre M. Arafé. Étant entendu que, peut-être aussi que sans coup d'État, M. Bédié, si on va dans cette logique, ne serait pas tombé, et puis peut-être aujourd'hui même, il n'aurait pas été longtemps à la tête du PDCI, et M. Thiam ne serait pas aujourd'hui président du PDCI, parce que le destin aurait été autre. Sans coup d'État, beaucoup de choses auraient changé. Sans rébellion, beaucoup de choses auraient changé. D'ailleurs, sans coup d'État, M. Gbagbo ne serait jamais devenu président. Sans coup d'État, beaucoup, on peut refaire l'histoire, quoi. Alors, donc, dans ces conditions, quel est votre point de vue? Quel est votre point de vue sur la rébellion en Côte d'Ivoire qui a permis, mon point de vue est connu. Moi, je n'étais pas pro-rébellion. Pendant toute la rébellion, je ne suis pas allé à Boaké. S'il y a un journaliste, c'est pour ça qu'il dit apprenez à me connaître. S'il y a un journaliste qui a été un peu anti-Soro dans ce pays, qui a été attaqué par Alain Loboyon et la rébellion, qui a été considéré comme étant prohibé, c'est moi, c'est Arafé et l'intelligent d'Abidjan, ce n'est pas quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, apprenez à me connaître. Hein? Quand je dis, moi, les amis... Vous ne faites pas l'émission pour moi, M. Wakili. L'émission, ce n'est pas pour moi, c'est pour les auditeurs, vous comprenez. Hein? Voilà. C'est pas pour moi, c'est pour les mais vous deviez, je suis supposé avoir fait suffisamment de recherches en dehors la question de l'Alassanisme qui vous intéresse. Oui, mais quand vous êtes bien la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Et vous n'avez pas fait assez pour les autres points. Non, quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Je vous laisse vous-même. Ok, d'accord. Vous avez des belles dérobates. Revenons rapidement sur pratiquement la fin. La figure, on va parler donc des figures politiques en Côte d'Ivoire, telles que M. Thiam, Laurent Gbagbo, M. Ouattara. M. Thiam est souvent, aujourd'hui, cité comme une figure, j'allais dire, une figure, c'est clair, voilà. Une figure prometteuse pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Que pensez-vous donc de sa contribution actuelle dans, j'allais dire, et son potentiel futur sur la scène politique ivoirienne? Ouais, bon, vous savez, avant que M. Thiam vienne, il était réclamé par des Ivoiriens peut-être de tous bords. Oui, c'est ainsi que vous comprendrez que le thianisme peut dépasser le PDCI. M. Thiam était réclamé par des Ivoiriens de tous bords et vous verrez que certains de ses soutiens d'ailleurs n'étaient pas PDCI et d'autres ne le sont même pas devenus.
Donc, beaucoup ont été étonnés que M. Thiam prenne le drapeau et l'étendard à PDCI. Il en avait besoin. C'est un grand parti. Une opportunité s'est présentée, il a saisi. Mais pendant longtemps, M. Thiam a eu un positionnement qui visait au rassemblement des Ivoiriens de tous les bords en dehors des appareils politiques. Donc, il avait ce potentiel. Il était suivi de partout. Bon, aujourd'hui, il a fait un choix à PDCI qui paraît être un alassanisme PDCI, pour ne pas dire un anti-alassanisme. Non, pas du tout. Certains des nouveaux partisans réclament. Voilà, pour ne pas dire un anti-RHDP, un refus de l'oufouettisme, vision façon RHDP. Donc, bon, il est devenu une figure partisane liée au PDCI. Donc, il conquiert le PDCI. Il doit maintenant aller plus loin et gagner le suffrage de tous les Ivoiriens dans le cadre d'une élection présidentielle, parce que le PDCI seul ne suffira pas à gagner une élection. Donc, le capital, l'atout qu'il avait avec les Ivoiriens de partout, s'il arrive à le maintenir, c'est une bonne chose pour lui. Voilà. Mais quelles sont les actions qu'il a posées? Vous parlez de figures partisanes. Jusqu'à présent, il n'a pas posé des actions. Il a tenu donc des discours. Il est le président du PDCI. Effectivement. Il est le président d'un parti politique. C'est clair. Et tous les Ivoiriens ne sont pas PDCI. Donc, les Ivoiriens qui ne sont pas PDCI ne se sentent pas concernés par son action pour l'instant. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors que quand il n'était pas président encore du PDCI, comme je l'ai dit, vous l'avez vu, il y a des Ivoiriens, ses partisans qui avaient ces mouvements, ils ont créé des visuels. Beaucoup même ne sont pas du PDCI. Là, ils le soutenaient. Ils n'étaient pas d'un parti politique et je ne sais pas si tous sont devenus forcément des militants PDCI. Parce que en réalité, dans aucun pays au monde, les militants ne suffisent à élire quelqu'un. Les électeurs d'un parti ou les électeurs d'un candidat sont souvent plus nombreux. Les électeurs sympathisants ou partisans sont toujours plus nombreux que les militants. Voilà. Donc, partout dans le monde. C'est-à-dire que vous allez voir les électeurs de Trump, les électeurs de Kamala Harris ne sont pas forcément des militants du Parti républicain ou du Parti démocrate. Ce sont des sympathisants ou des électeurs ou des partisans, mais pas des militants. Chez nous, ici, on appelle les indépendants. D'accord. Alors, on revient rapidement sur pratiquement indépendants relatifs. Voilà. Oui. Comment évaluez-vous le bilan de M. Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire? Quels sont, selon vous, ses plus grands succès et, j'allais dire, ses plus grandes faiblesses? Vous voyez, moi, les détracteurs de M. Ouattara, quand ils veulent le pousser à aller à la retraite, il dit qu'il a déjà tout prouvé, il a bien travaillé, c'est bon, il a bien fait. Ça va. Mais en même temps, il n'oublie pas que c'est un adversaire politique et que même si M. Ouattara n'est pas candidat, son parti est candidat. Donc, ils stoppent, ils disent non, pour qu'il parte, on va dire il a bien travaillé, il a mis à un niveau. Donc, il stoppe et puis il dit il n'a rien fait, le bilan est mauvais. Donc, que ce soit lui qui soit candidat ou que ce soit son parti, nous avons mieux, nous ferons mieux, il faut qu'il s'en aille et le RHDP doit être au pouvoir en 2025. Donc, c'est mitigé. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans ça. Je dirais que on peut faire une analyse froide et sereine. Il a bénéficié d'opportunités extraordinaires. Oui, dans un contexte difficile en 2011, avec avec une crise post-électorale qui n'était pas prévue. Je ne veux pas dire à sa décharge, mais n'oubliez pas ceci. Quand M. Ouattara était candidat en 2010, il n'a pas envisagé une crise post-électorale. La crise post-électorale a duré 4 mois et il a pris le pouvoir dans des conditions que l'on sait en avril 2011. 4-5 mois perdus, beaucoup d'argent perdu, le pays mis en difficulté, il a fallu reconstruire tout cela. Donc, dans l'analyse, il ne faut pas oublier cet intermède du départ. N'empêche qu'on a une paix, une stabilité ininterrompue depuis une quinzaine d'années. Et par rapport aux dernières années, quand on prend l'après Houphouët-Boigny qui a eu peut-être quelques tensions comme Guépier, Saint-Louis ou autre, ou qui est perçu comme l'âge d'or de la Côte d'Ivoire avec 33 ans de stabilité dans l'ensemble, malgré les périodes de tension que l'on a connues,
On a eu après le président Bédié qui a fait à peine 6-7 ans. On a eu la transition, et puis on a eu le président Gbagbo qui a fait 7-10 ans, mais 10 ans que l'on sait, dans le contexte que l'on sait, ils n'ont pas été du tout repos à partir de 2001 jusqu'à 2002, la rébellion, et puis les 8 ans que l'on voit. Le président Alassane Ouattara ne pouvait faire que de bons résultats parce qu'il y a eu une stabilité durable, presque identique à celle du président Houphouët-Boigny. Par rapport à la période du président Gbagbo, par rapport à la période de reparler de la question. Donc, ça a permis de réaliser vraiment un certain nombre de choses, de faire des bons. Moi, j'ai voyagé récemment, j'ai pris la route, j'ai fait Abidjan, Yamoussoukro, Abouaké, Korogo ou autre. J'ai remarqué quoi? Que en dehors des nouvelles routes qui se font, beaucoup de choses sont encore liées à la gouvernance du président Houphouët. Et il est important qu'on ait la paix, il est important qu'on mette la stabilité et le développement au-dessus et au-devant par rapport à nos préoccupations, par rapport à nos ambitions. Donc, c'est ce que je voulais dire relativement à son bilan. Oui, il y a un acquis, il a travaillé. Et la faiblesse. Il a bénéficié d'une longue période de stabilité, mais bien sûr, il y a des faiblesses. Il a des faiblesses, une meilleure répartition des richesses, et puis les attentes. Il n'a pas pu tout faire. Donc, il y a toujours le rattrapage. Il y a beaucoup de choses qu'on attend encore de lui. Donc, ça, c'est une faiblesse. Mais il fait ce qu'il peut, il a fait ce qu'il peut. D'accord. Alors, rapidement, avant votre mot de fin, ces derniers temps, on vous voit de plus en plus, peut-être que vous allez corriger du côté de M. Jean-Luc Bion. Est-ce que vous avez choisi votre camp pour la prochaine bataille à la Convention de PDC-Guerrière? Moi, vous savez, moi, je lui ai dit, moi, j'ai toujours pris M. Jean-Luc Bion pour un velléitaire. Je veux qu'il ne va pas au bout. Donc, je le pousse à aller au bout cette fois-ci. Parce que je me souviens, je suis dans les médias et la presse, je l'ai dit sur un média récemment, on parle de M. Jean-Luc Bion depuis qu'il a obtenu la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie. Les gens lui ont vu un profil de ministre, de premier ministre et de candidat à l'élection présidentielle. Des journaux en 2008-2009 ont déjà annoncé Jean-Luc Bion, premier ministre ou candidat à l'élection présidentielle. Donc, ce n'est pas nouveau, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans au moins. Non, ça fait plus, ça fait 15 ans. Même bientôt 20 ans qu'on parle de Jean-Luc Bion. S'il ne saisit pas sa chance, ça ne se passera jamais. Parce que être président de la République, c'est une ambition qu'on saisit à un matin. Sinon, tout le monde peut le penser en se rasant dans sa maison. Mais l'enjeu, c'est d'avoir la capacité de l'affirmer. Et quand on l'a affirmé, de se donner les moyens pour y parvenir. Dans le cas ivoirien, à travers un parti ou en parti à travers les parrainages nécessaires à recueillir en candidat indépendant ou autre. Donc, il est temps pour lui vraiment de répondre à cette attente qui peut exister. Hein. Mais vous me disiez à la Sanis, est-ce que si j'étais dans votre conception à la Sanis, 100%, est-ce que je serais programmé à la Sanis? Je ne l'ai pas dit. Vous programmez à la Sanis. Donc, je ne fais que vous retourner un peu sur la. Est-ce que je serais bioniste? Mais vous voyez, vous me demandez si je suis encore bioniste. Non, je vous ai posé une question. Oui, non, je n'ai pas encore dit. Parce que Charles Assanis, en tant qu'Alassane Ouattara, est le père de la nation. D'accord. Donc, peut-être dans cette logique-là, je pourrais être bioniste dans votre logique. Merci beaucoup, monsieur Alafé Ouattara. Ça a été un plaisir de vous avoir. Mais avant, c'était votre mot de fin. Une petite question rapidement. En tant qu'écrivain et journaliste, que conseillez-vous, j'allais dire, aux jeunes Ivoiriens qui aspirent à avoir une carrière dans un environnement parfois hostile ou politiquement sensible? Bon, il n'y a pas de recette magique, hein. C'est de se former, Aujourd'hui, voyez-vous, grâce à l'intelligence artificielle qui ne résout pas tout, et puis avant, il y a Google, il y a beaucoup de choses, il y a Word, hein. On doit pouvoir faire une rédaction, il y a des livres, la sécurité particulière. Je note que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas une bonne maîtrise de la langue, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Ça, c'est un problème. Donc, c'est de leur dire d'avoir une bonne maîtrise de la langue française, encore la langue française, encore la France, la colonisation, la langue anglaise, tout ça. Bon, voilà. D'avoir au moins une bonne maîtrise de ça, de bien se former, de lire, beaucoup lire, de lire les livres. Donc, voilà ce que je peux conseiller. Et puis, bon, quand il choisit d'être journaliste, choisit d'être écrivain,
ils choisissent de faire l'entrepreneuriat, de faire telle ou telle chose, de se concentrer, de s'y consacrer à fond. Et puis, c'est vrai, les temps sont durs, de ne pas désespérer. Moi, vraiment, on nous dira qu'en 90, 92, 93, et la situation n'était pas aussi difficile, mais moi, depuis le début, j'ai choisi le privé et l'entrepreneuriat. Quand j'étais étudiant, on dit en général, les gens, quand ils étudient, c'est de chercher à entrer à l'ENA, la fonction, plus y avoir des choses. Moi, ce genre d'idée ne m'a jamais habité. Dans mon plan de carrière, j'en suis fier aujourd'hui, je n'ai jamais, à aucun moment, cherché à être fonctionnaire. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être avec le temps que la situation des fonctionnaires s'est améliorée, mais très jeune, mon rêve était de devenir journaliste. Pour moi, être journaliste ne cadrait pas avec autre chose. Il faut se donner des rêves, se donner les moyens de ces rêves-là. Je me suis levé, c'est pour ça que quand je vois des jeunes qui prennent des initiatives, je les aide. Moi, comment je suis entré dans le journalisme? C'est l'occasion de rendre hommage à un monsieur que vous connaissez bien, Yao Noël. Je ne le connaissais pas. Je connaissais son jeune frère avec qui j'étais étudiant en philosophie, mais je ne lui ai jamais dit, je veux voir ton aîné. Donc, je vais à sa rédaction, je vais déposer mes articles, et puis même pas une demande de stage, je vais déposer mes articles, et il prend la peine de les lire, en 93, 94, il les lit, et il demande de les publier. Et à la suite de cela, il demande qu'on m'appelle. On m'appelle, il a coupé, mais je lui ai dit, bon, tu es journaliste, oui, viens faire le stage, voici comment tout commence. Je ne le connaissais pas, on ne me l'a pas recommandé. C'est lors de notre premier entretien, je lui révèle que je suis co-disciple de son jeune frère Alexandre, paix à son âme, qui est décédé aujourd'hui. Voici comment l'histoire et l'aventure commencent. Il n'y a pas autre chose. Je n'ai pas été recommandé. C'est mes articles d'étudiants, mes articles avec leurs fautes, avec leurs lacunes. C'est comme ça que ça a commencé. C'est ce qu'on attend des jeunes aujourd'hui. Maîtriser, connaître, prendre des initiatives, trouver le mail de l'intelligence d'Abidjan, trouver notre siège, apporter des articles, des enquêtes, bien écrits, bien faits. On aura le temps de lire, de regarder, on les appelle, on leur donne leur chance. C'est comme ça, moi j'ai mes opportunités et puis je suis parti et faire ce parcours que vous savez aujourd'hui où ça m'a amené. Voilà. Je voudrais profiter pour conclure en vous remerciant de cette opportunité, en souhaitant que la titrologie cesse d'exister, même sur les réseaux sociaux et pour les vidéos, que les gens prennent le temps de découvrir. Moi, avant de faire des débats, même quand c'est 1 heure de temps, si c'est une vidéo de M. Bretoumi, de M. Thiam, je prends la peine de tout écouter. Et puis, que ce soit Touré Mamadou, que ce soit Djoumani ou le président de la République, Laurent Gbagbo, quand le président Gbagbo, au stade où je suis, fait une déclaration, une cérémonie, je suis connecté sur le direct ou bien je prends la vidéo après, je prends le temps pour écouter. Voici ce que je fais. Et c'est en fonction de cela que je prends mes positions, je fais mes analyses. Même quand je ne vais pas sur un plateau télé, pour ma propre culture, pour être bien imprégné de ce qui se passe dans le pays, voici les efforts que je fais. Il ne faut pas que les jeunes passent leur temps sur les amusements des TikTok aux réseaux sociaux et puis ne regardent pas les choses dans le détail et restent à la superficie. C'est l'appel que je veux lancer au-delà des jeunes, à tous ceux qui participent au débat politique et souhaiter que les questions personnelles, celui-là il est beau, celui-là il est ceci, celui-là il est cela, disparaissent du débat ou, comme vous l'avez souhaité, des débats de fond, des débats d'idées, en vous remerciant d'avoir pris cette initiative-là et avec le souvenir de nos rencontres chaleureuses que nous avons eu à avoir aux États-Unis et ailleurs, en nous rappelant aussi que nous avons beaucoup d'amis communs, en disant que la manière dont j'ai parlé d'Alassane n'est pas la même manière que celle que vous recevez et je souhaite que vous puissiez rectifier cela. Merci. Alors, monsieur Alafé, ça a été un plaisir donc de vous avoir. Le débat était un peu houleux, intéressant. Comment vous avez été traité? Est-ce que vous me recommandez à certaines personnes pour qu'ils viennent à participer à notre émission? Je vais leur dire d'être très vigilants parce que j'ai des questions vicieuses. Voilà, je vais leur dire d'être très vigilants, voilà, mais d'accepter le débat avec vous. D'ailleurs, vous avez déjà montré que vous êtes un homme de débat au-delà de vos critiques, de vos passions, de vos positions. Vous êtes essentiellement un homme de débat, c'est bon. Il faut simplement
ne pas peut-être trop tirer, parce que c'est pas tout le monde qui est fair play comme moi, c'est pas tout le monde qui est fair play comme le président Idriss Diallo, qui, voilà, vous a salué et qui a fait une interview assez intéressante avec vous. Vous êtes un homme bon dans le fond, mais tout le monde peut ne pas vous connaître. C'est comme des gens qui m'ont appelé pour dire, mais attends, pourquoi j'accepte un débat avec vous? Non, c'est parce que vous aviez déjà des positions, vous êtes connus et on s'est rencontrés à plusieurs reprises. D'ailleurs, vous avez sorti opportunément une photo pour montrer qu'on se connaît, on a posé ensemble à une période où je pense que j'étais fréquentable pour vous et je le suis toujours. Donc, voilà, je vous recommande, oui, je n'hésiterai pas à vous recommander à des amis pour des débats en vous demandant aussi bon, de modérer vos engagements politiques. Voilà, de les modérer. C'est un conseil d'amis et de frères. Voilà, il faut les modérer parce que bon, les hommes politiques, hein, bon, souvent, hein, surtout vous avez été à la SANIS. Vous êtes bien placé pour savoir que ayant été à la SANIS, si vous êtes chamiste, pour savoir que les hommes politiques, bon, il reste les hommes politiques, ils ont des logiques qui ne sont pas celles forcément des simples citoyens ou de journalistes. Voilà. Je ne vous apprendrai pas cela. Je pense que vous êtes suffisamment avertis. Merci beaucoup, cher frère. Et surtout, portez-vous bien. Et puis, rendez-vous pour une autre fois, une autre émission. Pourquoi pas? Merci. Voilà. Alors, cher ami, merci beaucoup. C'était donc, nous recevons donc en exclusivité M. Alafé Ouakili, directeur de l'intelligence d'Abidjan. Il a répondu à nos questions. Une émission qui était prévue pour 60 minutes. Nous avons fait 90 minutes. Et c'était une très bonne émission. Merci pour tous ceux qui nous suivent, qui voulaient donc poser des questions. Ça sera donc pour une fois. Au revoir.